Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien dans la salle? Ouais? Ça fait plaisir de vous revoir en vrai. Ça fait très longtemps que j'ai pas été dans un meet-up avec toute cette situation. Alors attendez, je réouvre mes slides. Voici mes slides. Donc on va rentrer directement dans le but, dans le vif du sujet. Dis-moi, encore la taille du texte? Ok. Vous voulez le voir plus gros encore, c'est ça? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Mon nom c'est Adrien Joly. Je suis développeur consultant craft chez Shodo, qui est une ESN parisienne. Quand j'ai le temps, je me tiens à un site qui s'appelle OpenWide, qui est un site open source sur lequel on va travailler ce soir. Avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Qui d'entre vous a déjà atterri dans une code base vraiment difficile à comprendre? Bon, ben ça va. Ben, ça ne va pas vous dépayser ce soir, on va faire pareil. Sauf que le but, ça va être de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour la rendre un peu plus compréhensible, cette code base. D'accord? Parce que généralement, on n'a pas trop le choix. Il faut qu'on mette les doigts dedans et il faut qu'on corrige des bugs, qu'on ajoute des fonctionnalités, etc. Donc là, par exemple, je vais donner un magnifique exemple de quelque chose qu'on va s'attaquer à la fin. C'est assez compliqué de savoir ce qui se passe là-dedans et on va voir comment on peut faire pour que ce soit un peu plus clair. Alors c'est parti. Alors, je vous donne pas beaucoup de contexte parce que... Encore? Est-ce que ça va en taille? Ouais. Alors je vous donne pas trop de contexte parce qu'on n'a pas le temps. On va faire beaucoup de refactoring. Ça va aller assez vite. Il faut me croire sur parole. La première chose sur laquelle on va s'attacher, c'est une fonction qui s'appelle, rien que le nom est sympa, fetch and render. Déjà, ça commence bien. Donc, on a une fonction qui prend des options en paramètres. Ah oui, c'est du JavaScript, c'est pas du TypeScript. Sinon, c'est trop facile. Option, callback. Et là, c'est parti. Donc là, ça commence bien. Qu'est-ce que fait cette fonction? On ne sait pas trop. Alors, comment on fait quand on est face à une code base comme ça? Moi, la première chose que je vous recommande de faire, c'est choisissez un scope. Ici, on va se mettre dans ce scope-là, qui est, je vous donne quand même un minimum de un contexte, c'est un réseau social musical. D'accord? Cette partie-là, elle sert à faire le rendu des playlists et des profils. Donc là, le scope dans lequel on va se mettre, c'est celui-ci. On va essayer de voir si on peut nettoyer un peu ce code-là pour le faire évoluer. Première chose que je vous recommande de faire, avant toute chose, c'est d'enlever tout ce qui est code mort. Si vous avez des fonctions qui ne sont plus utilisées, ou voire même des vieilles commandes en commentaire, ça va augmenter votre charge cognitive, et donc ça va vous ralentir dans votre refactoring. Donc première chose, prenez le temps d'enlever tous ces bouts de vieux code qui ne servent à rien. Je ne vais pas le faire dans tout le fichier, sinon on va perdre du temps pour rien. D'accord? Donc, revenons à nos moutons. Ici, qu'est-ce qui nous intéresse? On va regarder déjà un truc qui est pas mal là. C'est ici, option.fetchParam égale, et là on a after, before, limit, embed W. Alors là, c'est un petit peu compliqué. D'accord, on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors là, vous avez le droit de tricher. Moi, c'est moi qui ai codé ça il y a 10 ans. Donc je peux vous dire, voilà, ce code-là, en fait, il sert juste à gérer la pagination. D'accord? Donc là, on est dans un contrôleur d'API. Et cette partie du code, elle sert juste à peupler des champs qui servent à savoir qu'est-ce qu'on va aller requêter dans la base en fonction des paramètres de pagination. Une fois que vous savez cette information, petit truc pratique pour réduire votre charge cognitive, c'est dans VS Code, il y a une commande qui s'appelle refactor et qui vous permet d'extraire une fonction. Alors que tout ce code-là, on ne veut plus le voir dans cette fonction-là, on veut le voir dehors et on veut le nommer. Donc maintenant qu'on sait ce qu'on sait, on fait extract et on dit populate pagination parameters. Là, maintenant, on comprend déjà un peu mieux, on a moins de code avec lequel se mélanger, et on s'est débarrassé d'une partie du code. Maintenant, il y a une partie qui est intéressante ici. On voit que cette fonction, à la fin, on a une ternaire ici, donc une condition qui, soit on a dans option un membre qui s'appelle playlist ID, et dans ce cas-là, on fait un fetch and render playlist, qui est une fonction, soit on va faire un fetch and render profile. Donc là, il y a ce qu'on appelle un branching en anglais, un branchement. Donc la logique va dépendre du cas. Par contre, le branchement, ce qui est intéressant, c'est que quelle que soit la fonction qu'on va appeler, on va lui passer les mêmes paramètres. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ici? Sachant que ces fonctions, vous allez le voir, elles sont assez grosses. On peut appliquer un pattern qui s'appelle stratégie, qui consiste à dire, vu que les fonctions en fait ont la même signature, on va pouvoir les sortir de ce fichier et décider une fois pour toutes dans quel cas on est, et switcher d'un fichier à l'autre. Donc grosso modo, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est quelque chose comme ça. C'est qu'on choisisse une fois pour toutes quel va être le renderer, donc quel va être le fichier qui va être responsable d'afficher les bonnes informations. Donc soit ça va être un playlist renderer, soit ça va être un profile renderer.
Ça, c'est mon objectif. Alors ça, pour l'instant, on ne peut pas encore le faire, mais on va s'y atteler. Pour pouvoir faire ça, ça veut dire que ici, au lieu de faire ça, là, on fera renderer et on lui passera les options qui sont ici. Donc notre code, à la fin, il ressemblera à ça. D'accord? Pour pouvoir faire ça, il va falloir qu'on prenne ces fonctions et qu'on les sorte d'ici. Donc la première, c'est playlist. Cette fonction, elle est ici. Alors pour l'instant, je vais la réduire, ça va rendre plus facile la manipulation. Je crée un nouveau fichier, je le colle dedans, et je vais l'enregistrer dans un fichier qui est similaire au nom de l'autre, qui est lib user playlist. On n'oublie pas de l'exporter. Alors oui, c'est du JS à l'ancienne, hein. Il n'y avait pas encore une portée export à cette époque-là. On l'exporte. Et on va l'appeler fetch and render tout court. Maintenant, on va faire pareil pour l'autre. Fetch and render profile. Donc là, elle était dans le même fichier de départ. Je la mets dans un nouveau fichier. Je l'exporte. Et je vais appeler ça lib user playlist, profile. Ça va pour l'instant, on a donc deux fichiers, un pour la playlist, un pour le profile. Les deux ont une fonction qui s'appelle fetch and render et qui prend les mêmes paramètres. Et maintenant, le but du jeu, ça va être de rebrancher tout ça. Donc à l'endroit où on fait on crée notre renderer, c'est là qu'on va lui dire, bah, soit tu fais lib user. Alors vous inquiétez pas, c'est pas très beau de faire un require ici, mais pour l'instant on va le tolérer parce qu'il faut vraiment y aller étape par étape quand on fait du refactoring. Soit on fait profile. Donc normalement, dans un cas ça charge une fonction, dans l'autre cas ça charge une autre fonction, et cette fonction va être stockée dans la variable renderer qu'on va appeler par la suite. Alors c'est là qu'on va employer une petite technique pour être sûr qu'on n'a pas cassé la prod, parce que là j'ai un peu la flemme de tester ça à la main. On va exécuter ce qui s'appelle des tests approval. Je ne vais pas avoir le temps malheureusement de vous expliquer comment ça marche, mais grosso modo, c'est des tests qui vont faire des appels sur l'API du site et qui vont vérifier que l'API répond la même chose que d'habitude. D'accord? Donc ça va prouver que nos API ne sont pas cassés. Donc je lance mes tests, et là c'est le moment où on prie. À mon avis, ça ne va pas passer. Pourquoi? Parce qu'il va se rendre compte qu'il nous manque probablement. Il y a le truc de zoom qui m'ennuie. Là, il va lui manquer pas mal de dépendances, et je suis embêté parce qu'il ne me les affiche pas. Ça commence bien. C'est hyper important d'avoir un linter dans votre code. Voilà, et qu'il soit actif. Là, vous voyez, maintenant, les fichiers sont rouges, ça veut dire qu'il a détecté des problèmes. On va commencer par playlist, le plus facile. On voit que lui, il a besoin d'un truc qui s'appelle postModel. PostModel, il est défini dans le fichier d'origine, et il est défini là. Donc, on va venir le charger dans ce fichier. Maintenant, il est devenu vert, donc on est bon. Lui, je ne sais pas si vous voyez à droite, là, c'est un vrai sapin de Noël. Il y a du rouge partout, d'accord? Donc, on voit qu'il y a des postmodels, des populate users. Donc, avec lui, on va faire une autre stratégie, c'est-à-dire qu'on va prendre toutes les dépendances de la classe d'origine, et on va juste les coller là, et on va faire par élimination. Je ne sais pas dans quoi j'ai collé. Non, c'est bon. Et là, on voit que, en gros, il est à peu près content. Il lui manque encore des fonctions. Donc là, il lui manque render playlist, qu'on va aller chercher. Je peux déjà vous prédire qu'il va lui manquer ça aussi. Il va aussi lui falloir ça. Ou pas, on verra plus tard. Bon, je vous fais gagner un peu de temps parce que je connais un petit peu la code base. Mais normalement, il faut y aller vraiment minutieusement. Ah, voilà, encore du dead code. Tout ça, c'est du code qui ne tourne plus en prod depuis des années. Render playlist, le voici. Hop, bah celui-là, on va en avoir besoin aussi. Hein. Populate user et compagnie. Ouais, on voit qu'il est plus utilisé ici, donc il est forcément utilisé dans l'autre. Ok, donc là, ça va déjà mieux. Et il nous manque encore un truc, c'est fetch activity. J'avais un petit doute. C'est celui-ci. Vous voyez, c'est un travail, il faut vraiment y aller tranquillement. Ok, ça a l'air d'aller mieux. Il n'y a plus de rouge de ce côté-là. Là, il n'y a pas l'air d'avoir de rouge non plus. Je relance mes tests, on va voir si ça passe. Toujours pas.
Alors, est-ce que c'est juste parce qu'on a des imports en trop? On va vérifier. Je pense pas, mais bon. Le renderer, il est défini ici, il est appelé ici. Options callback process. Ouais. Ah, t'as raison, c'est un export nommé. Du coup, il faut faire renderer.fetchRender, je suppose. Ouais, bien vu. Bravo. C'est bien, c'est bien. C'est là qu'on est content d'avoir TypeScript. Généralement, il nous rattrape sur ce genre de choses. Là, on est vraiment, on est livré à nous-mêmes. Et merci infiniment parce qu'effectivement, c'était bien ça le problème. Maintenant, nos tests passent. Ouf, là, je commençais à avoir des sueurs froides. Petite recommandation que je n'ai pas appliquée pour l'instant, mais qu'on va commencer à appliquer. Quand vous faites du refactoring, faites une méthode par une. Vous avez vu, d'abord, on a enlevé le dead code. Ensuite, on a extrait une fonction. Et ensuite, on a appliqué ce qu'on appelle le pattern stratégie. Moi, ce que je recommande de faire habituellement, c'est vous faites un commit Git par étape. Comme ça, si jamais il y a une étape où vous vous embourbez, il n'y a rien qui marche et c'est la merde, vous pouvez revenir en arrière dans un état qui marchait. Donc là, j'ai pas été un très bon élève, mais c'est pas grave, on va au moins le faire pour celui-là. Donc refactor, apply, stratégie, pattern, on, profile versus playlist. Je me comprendrai. Voilà. Donc là, on a une étape qui marche toujours. Là, on s'est appuyé, vous avez vu, sur des tests approval qui nous permettent de savoir si on a cassé quelque chose. Maintenant, on va se frotter à un truc un peu plus sympa. Notre fameuse fonction fetchRender que je ne vais pas chercher ici, mais ici, en fait, vous voyez qu'elle est mentionnée dans la fameuse fonction que je vous montrais en début de talk là. Vous voyez cette superbe fonction? On a un tableau qui s'appelle FCTS qui contient deux noms de fonctions. Ensuite, on a une condition qui vient enquiller d'autres fonctions dans FCTS. Et ensuite, on a une fonction qui s'appelle next, qui s'appelle elle-même, parce que sinon c'est pas drôle, et qui est récursive. Et qui parfois lui passe res, et parfois lui passe option. D'accord? Donc là, la première chose qu'il va falloir faire pour s'en sortir, c'est de rendre explicite l'implicite. Donc, et d'avoir une stratégie aussi. Moi, la stratégie que je vous recommande, c'est, on n'en est plus, aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire du callback, hein, depuis, il y a async await qui a été inventé, et qui nous permet de rendre explicite la séquentialité d'opérations. Donc, on ne devrait plus avoir besoin de faire ce genre d'artifice. Pour pouvoir faire du async await, il va falloir transformer nos fonctions de callback en promesses. Et pour transformer nos fonctions de callback en promesses, bah, il va falloir instancier nos promesses. Donc, ce que je recommande de faire, c'est ici, ce qu'on pourrait faire, c'est on va commencer par les créer sous forme de promesses. On va faire new promesse. Une promesse, ça prend quoi en paramètres? Ça prend que resolve, parce qu'évidemment, ces fonctions n'ont aucune gestion d'erreur. Donc normalement, c'est ça. On va essayer. Donc l'idée, c'est, pour chacune des fonctions qui est appelée ici, on va générer une promesse, dont le callback va être le resolve de cette promesse. J'oublie pas un autre truc important. En fait, il va surtout manquer, il va manquer les paramètres. En fait, ces fonctions-là, il faut qu'on leur passe d'autres paramètres que le resolve. En l'occurrence, le paramètre, c'est option. Donc maintenant, ça va être des fonctions qui prennent option et qui retournent une promesse. Et pareil pour lui, promesse, resolve, et on va lui passer option avec le resolve. Alors maintenant, là où il va falloir, vu qu'on a des promesses partout, à l'endroit où on appelle notre next, qui était le nom du tableau, next n'est plus une fonction qu'on peut appeler tout de suite. Next, c'est une fonction qu'on va appeler avec s ou option et on va faire un zen auquel on va passer next. Si je dis pas de bêtises. Donc ça veut dire qu'on a au premier appel on vient récupérer une fonction qui est en fait une fonction qui retourne une promesse. Next.z. Je ne suis pas absolument sûr de moi parce que j'avoue que j'ai pris quelques libertés là. Je vois qu'il y a un petit problème de concat aussi. Ouais, ici c'est ça? Bien vu. Heureusement que vous êtes là. Au-dessus aussi? Les fetch and render, c'est ça? Et ici aussi. Ok, et ça reformate. Et il faut que je passe. D'ailleurs, il me rappelle gentiment mon linter qu'il faut que je passe mes options ici.
On va y arriver. Est-ce que si je fais ça, d'après vous, ça marche? Hein? Inch'Allah. Non, il y a un truc qui avance pas. Vous voyez, ça bloque. Donc là, il y a une promesse qui n'a pas dû être résolue. À mon avis, ce qui se passe, c'est que ce qui se passe ici, c'est que le FCT, là, il faut aussi qu'on l'adapte, ce truc-là. Alors, ce qu'on peut faire, vous savez quoi? C'est qu'on va jeter ce truc-là. On va avoir confiance en ce qu'on a fait, et on va dire, de toute façon, ça, c'était censé être fait, dans certains cas, avant ce qui avait déjà été mis dans l'arrêt. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir ces fonctions ici, on va les mettre en dessous, parce qu'elles sont censées s'exécuter après. On va les await, et on va prier. Là, j'en ai supprimé une de trop. Et pareil ici, on va virer ça et on va await tout ça. Sauf que là, il n'y a plus besoin, évidemment, de ce paramètre-là. On va directement await nos promesses. Est-ce que ça, oui? Alors là, il nous manque des accolades, parce que c'est un if sans accolade, sinon c'est pas drôle. Pour faire un await, on a besoin que la fonction mère soit async. Donc elle, il faut qu'on la rende async. Alors, est-ce que ça marche, ça, d'après vous? On va espérer, hein, parce que là, on a sauté quelques étapes. Non, ça ne passe pas. Sinon, ça serait trop beau. Donc, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Souvenez-vous, dans la fonction FCT tout à l'heure, il y avait option ou res. Et le option, en fait, c'était quelque chose qui était retourné et qui, en vrai, est muté par ces fonctions-là. En vrai, je vais vous donner ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici, c'est que le fetch en render, en réalité, il va vous retourner un feed. Et ce feed, il va être passé à la place des options dans le dernier appel. En gros, ça va résolve un feed, et le feed, il va remplacer les options ici. On va voir si je me souviens bien. Celle-là, j'y croyais pas trop, j'avoue. Alors, vous voyez, c'est pas, je l'ai fait un petit peu en mode YOLO, celle-là. Habituellement, je le fais un peu différemment. Je voulais tenter une nouvelle méthode qui n'était pas géniale. En tout cas, ce qui importe, c'est l'état dans lequel on sort. C'est que maintenant, quelqu'un qui va rentrer dans cette code base, plutôt que de voir des fonctions qui s'appellent elles-mêmes en récursion avec des ou partout et qui créent beaucoup de doutes dans notre cerveau pendant qu'on lit le code, là, on a quelque chose qui est quand même vachement plus séquentiel. On voit qu'il y a telle opération, puis telle opération, puis telle opération, puis telle opération. Bon, il y a encore des millions de trucs qu'on pourrait faire dans cette code base, mais je vais juste les énumérer parce qu'on n'a pas suffisamment le temps pour entrer dans le détail. Par exemple, vous voyez, fetch playlist ici, elle est mensongère, parce que si vous allez dans l'implémentation, vous voyez qu'elle ne fait pas que fetcher, elle ne fait pas que récupérer de l'information. Le paramètre qu'on passe ici, il est modifié. Et donc cette fonction, elle fait quelque chose qui est pas très, voilà, qui se fait pas trop. Elle vient modifier son paramètre, d'accord? Si on voulait refaire ça proprement, d'une part, j'enlèverais le callback. Je ferai en sorte que cette fonction, elle retourne une vraie promesse. Et deuxièmement, plutôt que de faire la mutation de option ici, je la ferai plutôt au moment où l'appel est fait. C'est-à-dire qu'ici, je ferai un truc du genre option.playlist égale le retour de ça. Ce serait déjà un peu plus clean. Comme ça, le développeur, la développeuse, quand elle tombe dessus, elle voit quelle variable est changée lors de quel appel, au lieu que ce soit camouflé dans des sous-fonctions comme ça. Il y a 10 000 autres trucs que je pourrais vous montrer en termes de refactoring. Ce que je veux que vous reteniez, enfin ce qui peut être utile pour vous, c'est d'une part, faites confiance à votre IDE. Ici, on a utilisé VS Code. Il y a des fonctions qui s'appellent refactor. Donc, quand vous utilisez la palette avec Command Shift P, là, vous tapez refactor. Il y a moyen de faire pas mal de choses, dont l'extraction de fonctions, qui est vraiment l'opération de base et qui vous permet de nommer des processus qui sont difficiles à lire. Et rien que le fait de nommer, déjà, ça devrait faciliter la vie. Deuxième chose qu'on a faite, c'est avec le pattern stratégie. C'est faites en sorte que vos fichiers soient petits et que vos fonctions soient petites. D'accord? Le pattern stratégie nous a aidé à faire ça. Il nous a aidé à sortir 2 fonctions à raison d'une fonction par fichier. Et donc à rerouter notre application dans un fichier ou dans l'autre, sachant qu'ils avaient la même signature. Donc ça, c'est un truc qui peut aider aussi pour réduire nos fonctions. Et enfin, la dernière chose qu'on a faite, c'est conformez-vous à ce qui est idiomatique dans le langage. Ici, en JavaScript, désormais, on n'utilise plus les callbacks quand il n'y a pas besoin d'utiliser des callbacks. D'accord? Si le callback, il vous crée un callback L, il faut rembourser cette dette que vous avez tolérée dans votre code, cette dette technique,
en se mettant à utiliser des choses un peu plus modernes. Autre chose qu'on aurait dû aussi faire, c'est que non seulement on avait des callbacks, mais en plus, je les utilisais mal, c'est-à-dire que je ne passais pas une erreur en premier paramètre, et ça ne se fait pas en Node.js, ça ne se fait même pas, je pense, en JavaScript tout court. Une bonne première étape, ça aurait été de dire, je vais laisser les callbacks et je vais commencer par passer des messages d'erreur là-dedans, s'il y en a, pour qu'on puisse faire de la gestion d'erreurs plus tard dans le code. Je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous a intéressé, et n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser là-dessus, je serai ravi de vous y répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Allez. Ouais. Oui, ouais. J'ai plus de questions. C'est juste par rapport au wait. Est-ce qu'il les fait dans l'ordre? J'ai l'impression que oui, vu que vous passez le feed au prochain. Est-ce qu'il est fait dans quoi, excuse-moi? Dans l'ordre. Dans l'ordre. Ah, dans l'ordre? Oui. Normalement, on a respecté l'ordre parce que tu veux dire, est-ce que ceux-là, ils sont dans l'ordre par rapport à ceux-là, c'est ça? Non, genre par exemple, pour le feed, Ouais. si on ne l'a pas au premier wait, comment vous le passez au deuxième? Donc, je suppose que c'est dans l'ordre, mais je suis pas Ouais. sûre. Alors là, effectivement, vu qu'on passe feed au deuxième, ça veut dire que celui-là, il faut absolument qu'il s'exécute en premier. C'était ça ta question? Oui, du coup, c'est l'utilité du wait ou pas? Ah, c'est ça. Ok. En fait, quand tu fais du code asynchrone, il peut y avoir deux opérations qui s'exécutent plus ou moins au même moment. Donc, tu n'as pas la garantie que la deuxième opération va démarrer une fois que la première aura terminé, contrairement à du code synchrone classique. Et en fait, await, ça sert à transformer, en tout cas visuellement, du code asynchrone en code apparemment synchrone. C'est-à-dire que chaque fonction sera appelée chacune son tour après les await, pour faire simple. Merci. Je t'en prie. Merci d'avoir posé la question. Une autre question? Merci, ouais. J'ai une petite question. Tu as l'air d'être très à l'aise avec le refactoring. Une Question plus générale. C'est juste, est-ce que tu pratiques des katas de code pour être plus à l'aise, ou est-ce que c'est juste ta pratique au quotidien, au travail qui te permet ça? Alors, c'est les deux. Déjà, j'ai appris à faire du refactoring et à travailler avec ce qu'on appelle du code legacy par mes propres erreurs. En fait, ce code, je l'ai écrit il y a 10 ans et il tombe toujours en prod. C'était le code que j'avais fait pour une startup à une époque de Node.js version 0.3, donc ça date. D'où l'absence de bonne pratique complète dans cette code base. Donc j'ai appris avec ça. Je l'apprends aussi même toujours chez mes clients. En fait, désormais, ça fait 2 ans maintenant que je suis consultant. Et généralement, je passe 1 an chez chaque client. Et généralement, ils m'appellent en disant c'est la merde, on n'arrive plus à coder des features, ça cause des bugs dans tous les sens et tout. Et je les aide à retaper progressivement. Et forcément, dès que tu vas dans des nouvelles codebases, tu découvres des nouvelles techniques, des nouvelles manières de refactorer. Et pour la question des katas, ouais, ça fait aussi partie du parcours. J'ai la chance de travailler dans une ESN qui est dite Craft. Et les katas, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, les katas, c'est des petits exercices de code qu'on peut faire seul ou à plusieurs et qui permettent de pratiquer des techniques. Donc, par exemple, des techniques de refactoring ou des techniques de résoudre des problèmes les plus petits possibles ou des techniques d'écriture de tests ou des techniques de collaboration aussi. C'est hyper important d'apprendre à travailler en équipe. Donc ouais, je me forme aussi pas mal avec des katas, avec les confrères et les consoeurs de chez Shodo. Ouais. Du coup, c'est moi. C'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Tu as évoqué un peu le sujet, mais vite fait. Et je trouve qu'un point qui est assez vital dans le refacto, de manière générale, et dans une codebase chaotique, c'est avant tout d'essayer de nommer les choses correctement. En général, souvent, un code qui est pourri, le principal problème, c'est que quand on lit le code, on n'arrive pas à le comprendre, on ne l'imagine pas. Et la première des choses, c'est juste de prendre les noms et de se dire, quand je prends juste le nom, qu'est-ce que ça veut dire? Et si je regarde le code, est-ce que ça veut dire la même chose? Et si ça ne va pas, déjà, je pense que c'est un élément clé pour bien avoir un code qui se lit, quoi, qui soit compréhensible.
Voilà. Ouais, merci Et tu d'avoir l'avais précisé. dit, mais tu n'avais pas bien pointé ce point-là. Et je pense que c'est quand même très, très simple à mettre en place, quoique ce n'est pas toujours facile de choisir les noms, mais c'est un point clé, je pense. Ouais, c'est carrément un point clé. Le seul endroit où on l'a appliqué, c'est quand on a extrait la fonction, où on a eu l'opportunité de nommer la fonction et donc de rendre plus lisible ce qui est censé se passer. Mais je suis d'accord avec toi, une première étape qu'on aurait pu faire, c'est repérer les différentes variables qui étaient utilisées dans le code et commencer à les renommer, à essayer de deviner qu'est-ce qu'il y a dans cette variable et leur donner un vrai nom. Ça, généralement, c'est indolore parce que VS Code, la plupart des IDE, ils permettent de renommer automatiquement. Vous renommez, ils vont trouver toutes les références et ils vont les renommer aussi. Donc, merci d'avoir précisé ce point-là. C'est quoi le truc le plus fucké que tu as dû refactorer? Je crois que c'est cette codebase. Hein. Mais l'avantage, c'est que là, je pense que j'en ai jusqu'au bout de ma carrière avec cette codebase. En fait, maintenant, c'est devenu un sport. Tous les 6 mois, je fais un nouveau talk où je prends une nouvelle partie de la codebase et je la tacle. Alors, ce qui est bien, c'est que le projet, il est de plus en plus clean à chaque fois. Donc, il y en a qui retapent leur vieille voiture d'il y a 50 ans. Moi, je retape ma vieille codebase. Est-ce qu'on a une autre question? Ok. Merci Adrien. Là, tu avais tes tests qui t'ont beaucoup aidé quand même à Refacto. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à quelqu'un qui a une code base, mais qui n'a pas de test et qui, à un moment, va quand même devoir s'appuyer sur quelque chose? Comment, justement, tu commences à tester une code base qui n'est pas déjà testée et que tu vas vouloir refactorer derrière? Alors, il y a 2 éléments de réponse. Si tu veux refactorer, il y a certaines étapes où il n'y a pas besoin d'avoir des tests. Par exemple, l'extraction de fonctions faite par les DE, c'est safe. Le renommage, c'est safe si tu passes par les DE. Par contre, dès qu'on commence à faire des trucs un petit peu plus compliqués comme on a fait là, effectivement, c'est hyper important d'avoir des tests. Malheureusement, dans la situation où ça n'a pas été codé avec des tests, ce qui va se passer généralement, c'est que ton code il va être hyper couplé. C'est-à-dire que dans une fonction, tu vas avoir du rendering, de l'ADB, de la logique métier, tu vas avoir de tout. Et ça, par définition, c'est hyper compliqué à tester. Donc, la recommandation qu'on applique généralement quand on fait ce genre de refacto, c'est d'écrire ce qu'on appelle des approval tests. Un approval test, en fait, c'est que tu considères ton système comme une boîte noire. C'est-à-dire que tu n'as même pas envie de mettre les doigts dedans. Tu dis, mon système, c'est des entrées et des sorties. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas stimuler le système avec des entrées. Donc là, en l'occurrence, c'est un serveur web, donc tu vas lui balancer des requêtes API, et tu vas regarder tous les effets secondaires. Donc les effets secondaires, c'est qu'est-ce que le serveur m'a répondu à cette requête. Et éventuellement, qu'est-ce que le serveur a touché dans la base de données quand j'ai fait cette requête. Donc là, les approval tests qu'on a exécutés là, c'était seulement des tests API, donc ils surveillaient qu'est-ce que l'API a répondu, et ils se contentaient de vérifier que l'API répondait toujours la même chose. Et là, dans une autre codebase, en ce moment, on fait à la fois les tests de réponse, à la fois la test de l'état de la DB après avoir lancé l'appel. Et en collectant ces traces, tu es capable de voir quel est le diff entre la trace après la modification versus avant la modification. Donc ça, c'est la base, mais c'est des tests qui ne sont pas faits pour durer. Généralement, c'est des tests provisoires que tu écris pendant que tu refactores. Et normalement, pendant que tu refactores, tu vas vouloir découpler. Et quand tu as découplé, quand tu as par exemple enlevé toute la logique métier, partout où il y a les if, les boucles, etc., quand tu as isolé ce code-là, ça devient hyper facile d'écrire des tests unitaires. Donc là, généralement, ce qu'on recommande, c'est transformer vos approval tests progressivement en tests unitaires. Et dès que vous avez une couverture de test qui est OK avec des tests plus propres, vous pouvez virer les anciens approval tests. Ils sont plus nécessaires. Ça répond à ta question? Oui, oui. Merci. Bon, une dernière question. Après, on passe au talk suivant. J'ai pas vu qui relever la main. Ok. Merci. Quand tu écris quand tu fais de la refacto comme ça et que tu dis qu'on peut faire 100 tests, est-ce que les tests fonctionnels ou les tests que tu vas pouvoir faire en amont et en après vont te permettre de pouvoir être sûr d'avoir refacto en ayant gardé le même comportement? Tu disais qu'on n'était pas obligé de faire des tests pour refacto et je l'entends. Est-ce que tu le verrais pas toi-même comme une sécurité d'avoir tes tests fonctionnels qui passent en amont et en après, enfin en after, je sais pas comment on dit, dans le but d'être sûr que ton comportement soit validé par, sans avoir de tests comme tu les expliquais? Alors ça dépend, tu veux dire quoi par test fonctionnel? Des tests qui vont vérifier les fonctionnalités de ton API entière, plus qu'un pan, une Ok. requête, mais vraiment la fonctionnalité de j'ajoute un commentaire.
j'ai ajouté un commentaire. Donc, c'est- Qu'est-ce qui se ok. passe X, Y, Z? Ok. Quand tu get le X, Y, Z, entre guillemets, si avant ta refacto, il se passait B, et qu'après ta refacto, il se passe toujours B, normalement, c'est que tu as respecté ton flow et que tu casses pas, tu n'as pas de régression. Et est-ce que les tests fonctionnels pourraient, toi, t'aider dans ce schéma-là? Ou est-ce que c'est que des tests de non-régression, comme tu l'expliquais, que tu testes spécifiquement pour ta refacto? Alors, tu ne pourrais pas utiliser ta code base de test existante, en fait. Effectivement, si tu as déjà des tests qui testent l'application de bout en bout, donc par exemple en cliquant sur des boutons et en regardant ce que ça répond, etc., et que tu as confiance que les fonctionnalités que tu vas manipuler dans le code sont bien couvertes par ces tests-là, dans ce cas-là, ça suffit. Ça fait à peu près le même taf que ce que font les tests approval qu'on a exécutés ici. Par contre, il y a de fortes chances que tes tests fonctionnels, que j'aurais tendance à appeler des tests end-to-end ou des tests d'intégration, j'imagine que tu parles des trucs comme Cypress ou des choses comme ça. Un peu. Cucumber, ok. Ce type de test, voilà, il faut généralement ce qui manque dans ces tests-là, puisqu'ils sont généralement assez longs à l'exécution par rapport à des tests unitaires, tu risques de ne pas avoir couvert tous les edge cases, tous les petits cas spécifiques. Alors que là, par exemple, je ne sais pas si tu as vu, mais les approval, on a 120 tests qui tournent. Ce n'est pas des tests que j'ai écrits à la mano. Hein. En fait, c'est juste une matrice combinée de utilisateurs connectés ou pas, page profil ou page machin. C'est juste une combinatoire, en fait. Donc, j'ai plus de confiance avec ça qu'avec tests fonctionnels. Je pense qu'on peut continuer cette discussion après, pendant les pizzas, parce qu'il faut qu'on avance. Si vous ne voulez pas avoir l'odeur des pizzas pendant tout le dernier talk, ça va être encore plus horrible. Est-ce que je peux juste faire une annonce avant de quitter Oui, vas-y. C'est juste pour vous dire que là, dans 2 semaines, on va parler avec 2 confrères de chez Shodo à Devox. On va faire un live coding de 3 heures cette fois-ci. Même principe, on va faire de l'architecture hexagonale. Donc, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller à Devox, mais si vous y êtes, ça fera plaisir de vous y croiser. Cool. Merci.